Dans le sport, il existe une séparation, une fracture entre deux pratiques du sport qui sont complètement différentes, parfois même antagonistes. Ces deux pratiques du sport sont les suivantes. Le sport amateur et le sport professionnel. Ils ne répondent pas aux mêmes logiques, ils ne répondent pas aux mêmes enjeux. La différence principale se situe au niveau de l'égalité. Le sport professionnel met en scène des égaux, tandis que le sport amateur met en scène des inégaux. Et l'enjeu n'est pas du tout le même. L'enjeu pour le sport, le sport professionnel, c'est de créer un maximum de spectacles, tandis que l'enjeu pour le sport amateur, c'est de se battre contre soi-même. Voilà la thèse de Paul Yonnet dans son livre Système des sports, qui est donc un livre de sociologie des pratiques sportives. C'est le troisième jour du défi 30 livres 30 jours. Il est exactement donc minuit 17. Vous pouvez le voir, minuit 17. J'ai terminé le livre à 8 minutes après l'heure. Donc en théorie, j'ai perdu le défi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je me suis mal pris. J'ai lu de 9h30 à voilà, j'ai tout fait, j'ai vraiment accéléré, mais bon, j'ai pas pu finir, bon, c'est pas grave, je vais vous livrer le contenu du livre, et puis je continue, voilà, le prochain livre, je vais continuer quand même malgré tout, c'est la difficulté de l'épreuve, voilà, c'est une épreuve de sport, hein, c'est vraiment une épreuve de sport, ce défi 30 jours, 30 livres. Ces deux types de sport, il faut bien comprendre que il y a un type de sport qui a pour but le spectacle, et un autre type de sport qui a pour but la pratique sportive, tout simplement. Aujourd'hui, il y a une véritable glorification du sport-spectacle parce que, en fait, ça crée un spectacle. On peut historiquement classer cette glorification du sport-spectacle et cette vraiment association symboliquement en 1936, quand les régimes nazis utilisent le sport pour en faire une pratique, voilà, quelque chose, tourner ça en spectacle, un peu comme les grandes manifestations de masse où vraiment les sportifs sont là pour susciter, voilà, quelque chose d'impressionnant de l'ordre du spectacle devant les spectateurs. Le sport spectacle a une caractéristique, c'est qu'il est stéréotypé. On ne cherche que deux choses quand on regarde ce sport, c'est connaître l'issue et vivre un spectacle. Hein. C'est-à-dire que souvent quand on écoute par exemple les commentateurs sportifs, l'important, c'est qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a vécu des émotions, qu'on se soit transcendé, qu'on soit allé hors de nous-mêmes et qu'on ait obtenu une véritable jouissance. Voilà, et c'est un spectacle qui est total, d'une part par rapport aux sportifs, mais également par rapport aux spectateurs qui, eux, se mettent en scène. Yonnet compare les spectateurs qui sont par exemple dans l'arène à un chœur de la comédie antique. Ainsi, par exemple, les hooligans ne sont pas, comme certains sociologues les analysent, des espaces de socialisation pour les exclus, les chômeurs. Au contraire, il y a beaucoup plus de gens qui sont partis de la classe moyenne et en fait, c'est la classe moyenne qui s'engage et qui se met elle-même en scène pour assister à ce genre de représentation. Voilà, ils créent des banderoles, ils se peignent et puis ils chantent au rythme de ce qui se passe sur le terrain. On reviendra sur ça juste après. Par rapport à ce sport spectacle, il faut bien distinguer, il propose la distinction entre le comédien et l'acteur. Le comédien, c'est celui qui prend un rôle, mais qui en sort difficilement, tandis que l'acteur, c'est celui qui prend un rôle, mais en sort facilement. Ainsi, on demande aux sportifs d'être des véritables acteurs, d'incarner la nation, on verra juste après pourquoi. Ils incarnent la nation dans ce sport spectacle, et avec l'idée qu'il faut absolument tout faire pour gagner, donc il faut avoir la volonté du tueur, il faut être là pour se battre. Petit clin d'œil pour souvent par exemple le Riles fait la différence, la distinction entre un quelqu'un qui a la niaque, la grinta, qui a envie de se donner pour tout défoncer entre guillemets, et au contraire des gens qui sont là pour le beau jeu, etc. Et ils valorisent un peu ceux qui ont la niaque, etc. parce que eux permettent à l'équipe de gagner, tandis que ceux qui n'ont pas la niaque, ceux qui n'ont pas l'envie, la grinta, le vice, ne permettent pas de gagner. C'est-à-dire on leur demande d'être vraiment des acteurs, donc d'avoir un rôle très précis, vouloir tuer, et juste après d'être capable de sortir de ce rôle. C'est-à-dire que dans les interviews, on leur dit voilà, il faut vouloir tuer, mais juste après, ils disent non, mais en fait, de toute façon, ça c'est que pour 3 points, voilà, le sport, c'est que du sport, c'est pas important, etc. Donc c'est vraiment parfois difficile. C'est d'ailleurs précisément la fonction de la troisième mi-temps, qui est justement d'apaiser
de mettre fin au spectacle où les spectateurs se sont mis en scène, mais voilà, d'apaiser, de faire redescendre la tension. C'est vraiment le paradoxe du sport-spectacle, puisqu'il y a vraiment une vraie violence qui est représentée, mais dès qu'on sort de la représentation, la violence doit s'abstraire, s'affranchir. Quelles sont les conditions du sport-spectacle? Les conditions du sport-spectacle, ce sont des professionnels qui jouent des amateurs pendant le temps libre de ceux-ci. Donc en fait, ça c'est vraiment une organisation du temps qui permet le sport-spectacle, parce qu'en fait, il faut que ce soit des gens qui aient un certain temps de travail et qui aient un temps de vie, d'accord? Un temps dans la journée. Ce temps est consacré d'abord au travail, mais qui a un temps libre qu'ils consacrent au regard de ce que font les professionnels. C'est d'ailleurs pour ça que les professionnels de sport-spectacle se jouent toujours sur le temps libre de ceux qui travaillent, donc des amateurs. Voilà, ça se pratique le samedi, le dimanche, voilà, ou à 9 h le soir, pas pendant la journée, pas pendant les heures de travail. Voilà, donc c'est pour ça que le sport-spectacle, c'est né dans les années 30 à peu près, puisque à ce moment-là, par exemple, qu'en France, il y a le temps libre, voilà, offert avec les vacances, les 35 heures, qui permettent de consacrer, d'accorder du temps à regarder d'autres sportifs. Voilà, l'organisation du sport, ça se fait en 3 niveaux. 2 niveaux pour le sport individuel amateur, le niveau individuel et associatif. Individuel quand on va organiser juste avec nos potes un volley dans la cour, associatif quand on est dans un club, et professionnel dès qu'on est dans le premier niveau du sport spectacle. Est-ce que le sport non spectacle, le sport amateur, est aux sources du sport spectacle? On pourrait penser ça, mais en fait, pour lui, c'est l'inverse. C'est pas ça qui se passe, c'est qu'en fait, c'est le sport-spectacle qui produit le sport non-spectacle, le sport des amateurs. Parce qu'en fait, ils influencent vraiment comment est-ce que les amateurs vont jouer. Voilà. Par exemple, le foot, c'est le sport total le plus populaire et c'est pour ça que le foot est pratiqué par beaucoup de joueurs. Alors, qu'est-ce qui fait le moteur du sport spectacle? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de regarder et de rester devant ce spectacle? Pour Lionel, le ressort principal, c'est l'incertitude. L'incertitude, c'est le fait que voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ce qui fait que les spectateurs sont tenus en haleine et ont envie de regarder. Comment générer l'incertitude alors? Et la génération de l'incertitude se fait par la mise en place et la mise en concurrence des égos. Voilà, des égos. À partir du moment où il y a des inégaux, des gens qui vont avoir une différence de 20 buts par exemple dans un match, et ben ça ne vaut pas la peine de regarder. On n'est pas dans l'incertitude par rapport au résultat. C'est vraiment la mise en scène d'égos qui va faire tout l'enjeu du spectacle. Et c'est pas de purs égos, et on va mettre en scène des égos avec une différence minime qui fait à la fois la différence totale. Cette différence, par exemple, quand les athlètes du ski arrivent à, quand ils font, je sais plus comment ça s'appelle, le biathlon, et qu'ils arrivent à une différence de 0,1 centième, c'est ça qui crée, c'est ce tout petit décalage devant l'égalité qui crée les joies, les irruptions, qui crée justement la jouissance devant du spectacle. Dans le sport, sachant que dans le sport, il y a 3 niveaux d'incertitude. Il y a l'incertitude du geste sportif lui-même, l'incertitude de l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire, et l'incertitude du record. Parce que au fond, et le record c'est important parce que parfois le meilleur n'a pas de concurrence. Par exemple, Usain Bolt n'a pas de concurrence. Donc pour créer la concurrence, créer la concurrence et l'incertitude dans le sport-spectacle, il faut quelque chose, c'est les records. Les records servent précisément à maintenir l'incertitude dans le sport-spectacle. Le deuxième moteur du sport-spectacle, c'est le principe d'identification. Et c'est un principe d'identification qui se fait à l'échelle de la nation. Hein, on voit bien ça, par exemple, au fait que souvent, on demande aux gens d'être pour, par exemple, les clubs français qui représentent justement la France dans les compétitions européennes, alors que on va pas forcément soutenir ces clubs-là de manière spontanée dans les autres situations quand ils jouent contre, par exemple, les clubs français eux-mêmes. Paul Lyonnais dit bien les identifications se recomposent en fonction du spectacle. Les individus possèdent des réservoirs d'identification, un lot de préférences hiérarchisées. Hein. On est capable de se réajuster en fonction du spectacle qu'on a à regarder pour bénéficier de la jouissance que nous donne ce spectacle. Voilà. Le processus d'identification est nécessairement conformiste. Hein, il n'y a pas de recul, pas d'autonomie dans la pratique de l'identification. On doit absolument supporter la même équipe, on doit absolument réagir de la même façon. Et dès qu'on ne réagit pas de la même façon, par exemple en faisant la hola quand les autres font la hola, ben on ne s'identifie plus et en fait on se met en marge du groupe. Voilà. Paul Lyonnais pose également une autre question, est-ce que le sport adoucit les mœurs?
probable, sa réponse est que le sport n'adoucit pas les mœurs. Et ce qu'il dit, c'est que le XXe siècle a été un siècle meurtrier, alors que on a eu beaucoup de sports, énormément de sports, beaucoup de pratiques sportives, et que le XXe siècle a pourtant été meurtrier, avec énormément de guerres. Donc le sport n'adoucit pas a priori les mœurs. C'est avant tout un exercice, par contre, d'autocontrôle, pas de contrôle de la communauté, mais de contrôle de soi, où on doit apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est permis, à aller au-delà de la morale. Ainsi, par exemple, on se rappelle de la triste histoire de Monica Seles, hein, qui a été poignardée par justement un amateur. Il y a vraiment un autocontrôle de la part des spectateurs et de la part des acteurs, parce que quand les spectateurs ne s'autocontrôlent pas, ça donne ça, ce genre de choses, et justement, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Donc ça se permet, donc c'est d'où l'importance de l'autocontrôle. L'identification idéologique de la nation, elle n'est pas, en fait, contrairement par exemple au rock ou à d'autres manifestations, elle ne crée pas de politique. Elle est vraiment, le sport est en ce sens assez apolitique. Ça crée un lien d'identification qui est contextuel, c'est-à-dire que voilà, le jour où la France gagne au mondial, on est pour les Français, mais le lendemain, on n'est pas forcément plus patriotique que ça. Il n'y a pas de portée politique à cette identification au niveau national. Paul Launay également pose la question, pourquoi est-ce qu'on est toujours pour celui qui a le moins de chance dans un sport voilà, de spectacle? Précisément parce que justement, si on est toujours pour celui qui a moins de chance, c'est parce qu'on veut volontairement et arbitrairement faire en sorte que l'acteur soit prêt à corriger les incertitudes et les écarts. C'est pour ça que par exemple, je sais pas moi, quand le Paris Saint-Germain joue contre Saint-Etienne, on est un peu spontanément pour Saint-Etienne, pour justement recréer, essayer d'avoir du spectacle en fait, vis-à-vis d'une égalité qui est produite par l'égalité. L'incertitude, c'est vraiment ça qui crée la beauté du sport. Il prend un exemple en 1987, la demi-finale, avec l'essai incroyable de Serge Blanco qui est resté dans la légende. Voilà, on était mené 21-24 et Blanco à la 87e minute marque un essai incroyable. Il parle également du second système. Alors là où dans le premier système, les acteurs sont toujours en représentation, avec une égalité organisatrice, le sport amateur est lui profondément inégalitaire. Hein, on le voit par exemple dans les compétitions, par exemple dans les marathons, les amateurs, il n'y a aucune égalité. Il y a vraiment des disparités énormes. Tu as les coureurs qui savent courir 2 minutes et puis ils s'arrêtent, et puis tu as le mec qui part et qui s'arrête pas, qui est carrément au niveau des pros. Et c'est pas ça qui compte, c'est parce que c'est vraiment le fait de s'éprouver contre soi-même, de faire la compétition contre soi-même qui compte. C'est beaucoup plus quelque chose qui a un facteur de sociabilité. Et là où dans le sport spectacle, on met en scène la nation, dans le sport individuel, on va se mettre en scène soi-même, se mettre en scène sa communauté éventuellement, par exemple les gays qui paradent en disant je suis gay en courant dans le marathon. Deux systèmes disjoints, bien disjoints, il y a certains qui sont payés et protégés, d'autres qui sont livrés à eux-mêmes et payent pour participer. Et il rentre nécessairement en antagonisme. C'est ce qui s'est passé par exemple au Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, c'est une course qui est critiquée en fait par de nombreuses associations, alors que c'est pas la seule course qui est aussi dangereuse et qui se passe dans le désert, parce qu'elle est critiquée parce que voilà, on dit que ça ramène des prostituées, que ça n'amène pas à des villes puisqu'on veut garder le désert, donc ça ne permet pas l'urbanisation. Voilà, et ça crée des morts, alors qu'il y a beaucoup d'autres courses qui font ça. Et c'est parce qu'en fait le Paris-Dakar n'a plus suscité en fait, au départ, il y avait un principe d'inégalité parce qu'il y avait que des amateurs. Et quand les personnes ont vu qu'il y avait un juteux moyen pour gagner de l'argent, on a injecté des professionnels, mais tout en gardant le principe d'inégalité. Et en fait, là, ça a créé une collision puisque justement, le principe d'inégalité qui était au centre du Paris-Dakar a été mis en cause et il n'y a plus vraiment d'égalité entre les coureurs. Et donc, ce qui fait que la course n'a plus de sens et qu'elle a été beaucoup critiquée. Voilà. Dans une 5e section, il parle également du dopage, qui vient de dope, qui était une mixture à base d'explosifs pour que les travailleurs travaillent plus. Il faut savoir que la première loi antidopage, elle date de 1965 et que le dopage se passe bien avant. On se rappelle de Jean Magellac qui tombe dans le mont Ventoux, ou encore de Dorando Pietri en 1908, très célèbre pour finir le marathon comme ça, mais en courant, il savait plus où se mettre. Le dopage pour lui, c'est un phénomène qui est lié par deux lois, la loi du mensonge et la loi du silence. Il y a vraiment des tristes affaires qui se sont passées, notamment dans la RDA, on dopait les personnes de manière institutionnelle. C'était vraiment le silence et le mensonge. Ce qu'on appelait les Wundermädchen, qui ont gagné 32 titres en 3 Olympiades, qui ont eu des maladies graves, où en fait on apprend que... c'est fou ce qu'il dénonce, parce que... Enfin, ce qu'il dénonce, je sais pas s'il le dénonce, en tout cas, on apprend que les jeunes filles étaient, notamment aussi en URSS, étaient dopées à leur insu, contre les parents ne savaient même pas.
Et parfois il y a eu des cas de viol avec les entraîneurs, etc. pour faire en sorte d'avoir des hormones pendant la grossesse. Bon, ça probablement vous le savez déjà. Ce qui était fou, c'est que c'était institutionnel parce que il y avait des labos antidopage en fait qui étaient là non pas pour vérifier qu'il y avait un antidopage, mais pour vérifier que le traitement marchait bien. Ça c'était fou, notamment ici notamment le labo Kresha. Voilà. Et la différence entre l'Est et l'Ouest à cette époque, c'est que le dopage à l'Ouest, c'est un dopage volontaire, avec certains sportifs qui veulent se doper, et le dopage à l'Est qui est institutionnalisé avec le principe d'égalité qui prédige à l'Est, où en sorte que tous les athlètes soient comme ça, soient dopés, et on s'en fout de la santé des gens, et on a massacré, on a sacrifié la santé des gens pour des médailles. Voilà, c'est ce qui s'est passé pendant plus de 30 ans. Voilà. Et comment ça se fait que, alors qu'on sait tous que tout le monde se dope, pourquoi est-ce qu'on veut absolument interdire le dopage? Eh bien, parce que, non pas pour des raisons de santé, parce que, en fait, le sport, tout simplement parce que, pas pour des raisons de santé, parce que le sport en lui-même à extrême, à haut niveau, détruit la santé des athlètes, voilà. Mais parce qu'en fait, il détruit le principe d'égalité qui fait que le sport spectacle, d'où le sport spectacle tire tout son intérêt. Voilà. Et pourquoi on pourrait pas dire, oui, mais dans ce cas, le dopage crée une sorte d'égalité parce que finalement tout le monde se dope. Mais en fait, le problème, c'est que le dopage, ça part pas du principe que le dopage, en fait, ce sont des substances auxquelles les gens réagissent de manière différente. En fait, il y a des gens qui sont plus adeptes au dopage et d'autres qui sont moins adeptes. Et le dopage, voilà, ça peut abîmer des athlètes qui, au départ, étaient pourtant plutôt bons. Et donc, ça n'est pas bon. On veut refuser le dopage pour ces raisons-là. Pourquoi est-ce que ne pas interdire, par exemple, les vitamines ou d'autres manières, par exemple, les cyclistes qui ont beaucoup de vitamines, qui prennent beaucoup de seringues, etc. C'est parce que, en fait, le dopage est une convention, mais qui doit quand même permettre le progrès. C'est pour ça qu'on garde des remèdes qu'on dit naturels. Par exemple, on a le droit de boire un peu de café, mais pas trop non plus. Le café qui donne beaucoup d'énergie. Il fait une analyse intéressante puisqu'au fond, le dopage, c'est refusé dans le sport, mais pas dans les autres sphères. Par exemple, Freud qui prenait de la cocaïne, eh bien, on ne lui a jamais reproché de prendre de la cocaïne. Et ça n'a jamais remis en cause la valeur de sa théorie. Pareil pour Sartre, qui prenait beaucoup ce qu'il appelle des vivifiants. Mais c'est parce que, voilà, c'est pas un thème des enjeux, la science, etc., où on met en scène l'égalité, et où le dopage viendrait détruire cette égalité-là. Non, pas du tout. Petit problème, j'avais plus de mémoire, et en plus, ma lampe s'est pétée, donc je vais essayer de pas faire attention où je mets les pieds avec les morceaux de verre. Enfin, dans le livre, il y a une dernière catégorie, qu'est-ce qu'on appelle la catégorie de l'extrême, et vous voulez voir le lien entre la catégorie de l'extrême et le sport spectacle et le sport amateur. L'extrême, c'est tout ce qui est limité et exceptionnel en même temps. Donc voilà, je sais pas moi, les traversées du désert, sans parachute, voilà, tout ce genre de choses. Ça part du principe qu'on va vivre l'aventure avec deux inconnus, soit l'inconnu relatif et l'inconnu absolu. L'inconnu absolu, c'est par exemple le fait que ce chemin n'a jamais été exploré, et l'inconnu relatif, c'est tout ce qui dépend de nous, toutes nos barrières psychologiques, voilà, tout ce qu'on ne sait pas, ce qui va se passer quand on va affronter cette difficulté. Sa thèse principale, c'est que l'extrême, que ce soit l'extrême aventure ou que ce soit l'extrême sportif, eh bien, ça n'est pas le sport spectacle. Alors pourquoi l'extrême aventure n'est pas le sport spectacle? En fait, en général, c'est un spectacle, certes, mais c'est pas le sport spectacle, car quoi? Alors je sais même plus me lire, ce qui arrive, hein. Ce qui arrive pas souvent. Parce que, en fait, il n'y a pas un affrontement avec un adversaire égal dans l'extrême aventure. C'est quelqu'un, en fait, qui se bat contre lui-même et contre son environnement, mais ça ne crée pas cette tension entre l'ego qui permet justement de susciter l'identification à un autre être de la même communauté. Et en fait, en général, ce sont des gens qui sont pas connus et qui ne suscitent pas l'émotion justement que l'égalité crée, en fait, que la différence, que la friction entre les égalités créées. Par exemple, on peut citer Gérard d'Aboville, inconnu, qui a pourtant traversé l'océan Atlantique et Pacifique à la rame plusieurs fois. D'un autre côté également, l'extrême sportif, donc les sports qui sont dans l'extrême, ne sont pas non plus des sports spectacles parce qu'en fait, ils ne créent pas non plus d'égalité qui font qu'on a l'impression que ça va se jouer à la dernière seconde, à la dernière minute. Si on prend par exemple la course de la Vendée du Globe, qui est une course voilà, très impressionnante avec vraiment l'extrême où on doit faire le tour du monde en solitaire en voile, et bien en fait, ce qui se passe dans ce genre de course, c'est qu'en fait, il y a des écarts immenses qui se créent automatiquement.
on peut rien y faire parce que c'est la course, ça s'y apprend, ça, c'est pas du tout un entraînement qu'on peut faire. Euh, c'est pas du tout un entraînement qu'on peut faire pour atteindre le 100 mètres standardisé. Et en fait, ce qui fait que ça va créer beaucoup de différences. Par exemple, pour le 100 mètres, voilà, on sait à peu près comment on peut s'entraîner, on peut varier les entraînements, mais on a des idées sur comment on s'entraîne bien. Alors que dans ce genre de course, et qu'est-ce qui va se passer dans la course, il n'y a pas de grosses surprises. Alors que là, dans la course, dans ce genre de sport d'extrême, ce qui se passe, c'est vraiment hyper. Il y a tellement d'aléas en fait qu'on n'arrive pas à contrôler l'égalité. Des aléas psychologiques, des aléas mécaniques, des aléas environnementaux qui font que ça crée des inégalités, ce qui fait que ce n'est pas du tout un sport spectacle qui met en scène l'égalité. Enfin, l'extrême de masse. Par extrême de masse, il veut dire voilà, tous ceux qui font les sports extrêmes mais qui en fait sont beaucoup à le faire. En fait, ça crée pas non plus un spectacle. Voilà, ce sont des gens qui en fait qui n'ont même plus affaire à l'inconnu absolu de l'environnement parce que c'est pas eux qui font pour la première fois la chose, mais qui n'ont affaire qu'à l'inconnu relatif. Et le but c'est de vraiment tester ses propres limites, qui créent pas d'engouement particulier, pas d'identification particulière, sauf ceux qui le font, sauf ceux qui voudraient le faire, mais ça crée quand même des communautés, pas du tout un ensemble, une nation qui pourrait se soulever pour cet individu-là. C'est par exemple, voilà, une fois que le Mont Blanc a été traversé, voilà, beaucoup de gens essaient de le traverser, mais c'est pour leurs limites à eux. Et ils cherchent l'autonomie en se donnant gratuitement de la contrainte. Donc ce n'est pas un sport spectacle. Et enfin, il y a une petite loi qui est marrante, c'est que un grand sommet fait plus de morts après qu'il a été franchi qu'avant, paradoxalement. Parce que en fait, on peut penser que c'est plus difficile avant parce qu'on connaît pas. Mais en fait, le fait qu'on connaisse et que c'est quelque chose de limite extrême, en fait, au départ, les gens qui y vont sont des gens très compétents. Ou des gens très compétents ou des gens fous, mais en général, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, il y a quelques morts au départ, certainement, mais ce sont des gens qui, voilà, ils savent que ça va être compliqué, donc ce sont des gens qui ont en général des compétences, alors qu'après, ce sont des gens qui veulent se montrer à eux-mêmes, qui peuvent le faire, qui parfois sont incompétents, qui font qu'il y a beaucoup de morts. J'ai pu noter les chiffres, mais il y avait pris le chiffre d'une ascension, il y avait d'une ascension avant que ce soit fait, je sais plus de quel mont, c'était 25 morts, et après que ce soit fait, à l'heure où il écrit, c'était 89 morts, et probablement plus, puisqu'il a écrit ça en 1990, quelque chose comme ça, 98, voilà, où il avait prédit la victoire de l'équipe de France, ainsi que, je sais plus quoi, mais ça avait marché. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Excellent ouvrage, rien à dire, parfois il se perd un peu, je pense, dans les détails, à certains moments, mais c'est parce qu'on sent qu'il aime le sport. Il adore ça. Il dit lui-même qu'il a fait du sport en vélo. Voilà. D'ailleurs, pour le vélo, la différence entre le sport amateur et le sport professionnel, là encore, c'est clair. Là, entre le sport spectacle et le sport non spectacle. Parce que par exemple, il y a beaucoup la masse des gens, ils pratiquent, en fait, ils utilisent pas des vélos de sport. Ils utilisent des VTT. Donc des vélos tout-terrain qui sont lourds, etc., qui permettent d'aller un peu en urbain, en ville, sur tout type de sol, alors que le cyclisme, c'est vraiment un sport où on a des vélos particuliers qui sont hyper légers, qui tombent très facilement. Et ce qui se passe dans le peloton, c'est pas du tout ce qui se passe dans les courses ou dans les allées où on se déplace urbaines, où on se déplace en vélo. Voilà. Écoutez, moi je vous recommande ce livre, hein, c'est vraiment excellent pour ceux qui aiment le sport, la sociologie du sport. C'est vraiment brillant, c'est érudit, c'est brillant. Évidemment, c'est typiquement le genre de livre que je vais avoir tendance à lire, c'est un peu ma came, donc forcément je vais aimer. Ma vitesse de lecture a été un peu biaisée, je pense que j'ai essayé de lire très vite. J'ai pourtant passé, attends, je recompte. J'ai passé 5-6h30 à lire le livre. Et pourtant, j'ai accéléré. Hein. Pourtant, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et je vous donnerai en place les techniques que j'avais mises en place, mais c'était pas facile. Donc, l'intérêt du livre, j'ai appris beaucoup de choses sur le sport. Et là, on voit vraiment le fait de lire ce genre de choses très, très spécialisées. C'est fou parce qu'on a un pan de réalité qui est... Enfin, on voit une partie de la réalité alors qu'elle est beaucoup plus grande. C'est pour ça, je pense que c'est vraiment important de faire un défi pluriel, plurilinguiste, avec plein de choses différentes en même temps. Voilà.
Demain, je sais pas encore ce que je vais lire, probablement un livre court, parce que sinon je vais pas finir. Voilà, et je continue. Là, la métaphore du sport est bien choisie, puisque c'est un défi vraiment sportif en fait de faire ça. Ça demande voilà, d'être capable de rester concentré, assis. Apparemment, c'est bien de modifier, de changer de lieu quand de lecture, mais j'ai pas forcément l'occasion avec le froid dehors, même si même si je m'expose au froid, comme vous le savez. Je devrais peut-être m'exposer plus au froid. Voilà, je dis